Chaleur est premier principe de la thermodynamique. Dans ce chapitre, je passe vite fait sur les points principaux qui concernent le premier principe de la thermodynamique, euh, surtout la relation entre la chaleur, le travail et l'énergie interne. Comme on voit, thermodynamique est composée de deux parties. Thermo qui représente le côté chaleur, le côté énergie, et on a dynamique, c'est le côté mouvement. C'est bien de savoir que euh, chaque énergie peut générer du travail, et aussi le travail ou le mouvement peut générer une quantité d'énergie ou une quantité de chaleur. Alors, premièrement, c'est quoi la chaleur et l'énergie thermique? Alors, la chaleur en général, euh, simplement, le symbole de la chaleur est GRU et Q capital. L'unité est joule. Alors, vous devez savoir que Q, ça peut prendre une valeur positive ou une valeur négative. Euh, Lorsque Q a une valeur positive, on peut la nommer par Q chaud, QC. Elle est toujours positive. Et lorsque l'objet a une chaleur négative, Q est nommé par Q froid, QF. C'est une valeur négative. Je parle plus en détail de ça. Maintenant, c'est quoi la définition de la chaleur? Simplement, c'est l'échange d'énergie entre deux milieux qui ont des températures différentes. Alors, un exemple très simple, on a un milieu A à une température TA et à l'extérieur, on a le milieu B qui a une température TB. Alors, lorsque la température TA est différente que la température TB, alors on aura des échanges d'énergie entre les deux milieux. Alors, si TA est plus grande que TB, l'énergie passe du milieu qui est la température plus haute de milieu A vers le milieu B. Cette quantité de chaleur, cette quantité d'énergie s'appelle Q, la chaleur. OK? Et lorsque la température de TB elle est plus grande que TA, alors Q passe de B vers A. Alors, pour donner une formule générale ou pour bien comprendre, on prend A qui a une température TA. Si TA est plus grande que TB, que le milieu externe, alors A va perdre une quantité de chaleur. Cette quantité, c'est Q froid. Alors, Q froid, c'est une valeur négative. Alors ici, par contre, lorsque la température de TA, elle est plus petite que la température de TB, alors la chaleur passe vers l'objet A. Alors A va gagner une quantité de chaleur. Dans ce cas-là, on dit on a Q chaud et cette valeur, c'est une valeur positive. Alors, le premier cas, on dit que A libère ou perd une quantité de chaleur. Alors, on a Q froid. Là, euh, on peut dire simplement, là, on a A euh, libère, voilà, Q froid ou perd, ok? Et lorsque la température de A est plus petite que de B, on dit que A gagne ou absorbe Q chaud. Alors, simplement, gagne Q chaud.
Là, c'est en général. Maintenant, on va définir c'est quoi l'énergie interne. Alors, l'énergie interne, en principe, on peut noter par U capital. Il y a des livres l'écrit en U capital. Alors, comme vous voulez. Mais moi, je vais utiliser la lettre E pour représenter l'énergie interne. Alors, l'unité de l'énergie interne est joule. Pour définir simplement, lorsqu'on a un milieu d'un A, euh, dedans il y a des particules, il y a des molécules, des atomes. L'énergie interne, c'est l'énergie microscopique des contenus, des particules qui composent l'objet A. Ça veut dire si dedans on a des particules et l'énergie totale de ces particules, euh, on peut dire c'est l'énergie interne, E capital. Si le milieu se trouve dans un état initial 1, alors on a l'énergie interne E1. Lorsque le système ou le milieu A passe d'un état 1 à l'état 2, si on augmente la température ou on change de volume, voilà, on passe d'un état à l'autre, alors le nouveau système a une énergie interne E2. Le plus important ici, on peut calculer la différence de température, la différence d'énergie interne, delta E, qui est égal à E final moins E initial. C'est la différence de l'énergie interne entre les deux états. Alors, maintenant, c'est quoi la capacité thermique ou la capacité calorifique? La capacité thermique, simplement, est notée par une grande lettre C. OK? Euh, je peux expliquer la définition avec un petit exemple. Lorsqu'on a un objet A, un milieu A qui a une température T1, c'est l'état initial de, euh, de ce milieu. Alors, l'objet A absorbe une quantité d'énergie ou une quantité de chaleur. Et comme on a dit avant, lorsque l'objet A absorbe une quantité de chaleur, cette quantité est Q chaud. C'est une quantité positive. Alors, la température augmente ou passe de T1 vers T2. Ça augmente la température. Et, et aussi, si on a Q froid, si A libère cette quantité, la température diminue de T1 à T2. Alors, là, ce qu'on a fait, on a donné une quantité de chaleur, la température augmente de T1 vers T2. Alors, c'est quoi la relation maintenant entre la chaleur ajoutée, Q chaud, et la différence de température T1 et T2? C'est la capacité thermique. Grand C est égal à la quantité de chaleur ajoutée ou perdue divisé par delta T, qui est égal à T2 moins T1. Alors, l'unité de la capacité thermique, Q en joule, et la température, ici, on peut dire en Celsius. Comme vous voyez ici, en parlant de la capacité thermique, euh, on n'a pas la masse de l'objet. On parle pas de la masse. Pour prendre la masse en compte, on doit parler de la chaleur spécifique. Alors, chaleur spécifique ou capacité thermique massique.
Juste avant, on a vu la capacité thermique. On a noté par grand C est égal à Q divisé par delta T. Comme j'ai dit, c'est une chaleur, c'est une capacité thermique. Mais on n'a pas pris en compte la masse de l'objet. Ici, lorsqu'on prend la masse en compte, alors on doit parler de la capacité thermique massique, C petite c. OK? Alors, petite c, simplement, c'est Q ajouté ou perdu par l'objet divisé par la masse de l'objet fois delta T. OK? Alors, là, on a chaleur, on a capacité thermique, et là, on a capacité thermique massique, ou on peut la nommer par la chaleur spécifique. OK? De la première formule, on peut dire que Q égale la chaleur et la capacité thermique fois delta T. Et de la deuxième, Q est égal à la chaleur spécifique petite c fois, on peut dire simplement, euh, M fois C fois delta T. OK? Alors, si on compare les deux formules, on a delta T, et C est égal à M fois C. Alors, on peut dire que grand C est égal à M fois C. Ou la chaleur spécifique est égale à la capacité thermique divisée par M. Pour cela, la chaleur spécifique, c'est la capacité thermique massique divisée par M. C'est quoi l'unité? Et joule divisé par kilogramme fois Celsius. OK? Alors, ce qui est important maintenant, c'est des formules, surtout cette formule qui regroupe la chaleur, la masse et la différence de température entre l'état initial et l'état final. Alors, maintenant, je prends que la formule MC delta T. C'est quoi? Alors, comment trouver la valeur de la chaleur spécifique? Regardez ce tableau. Pour chaque matière, pour chaque substance chimique, a une valeur de la chaleur spécifique, petite c. Si on prend l'aluminium, par exemple, petite c est égale à 900. Si on prend liquide comme l'eau, a une chaleur spécifique est égale à 4186. Alors ici, c'est simple à identifier la matière en regardant la valeur de la chaleur spécifique. Alors, quand est-ce que cette formule est applicable? C'est un point très important. On l'utilise simplement si le milieu passe d'un état à l'autre état qui ont la même phase. Par exemple, lorsqu'on a le milieu 1, voilà, on a le milieu A dans un état initial 1. C'est un état solide. OK? On a des changements au niveau de la pression, au niveau de la température. Le milieu passe de l'état 1 à l'état 2. Alors, si on ajoute par exemple la chaleur au système, initialement, on a la température T1, on a la pression P1 et le volume V1. On ajoute, par exemple, une quantité de chaleur Q, on aura un nouveau état T2, la pression P2 et le volume V2. Alors, on a un changement d'état de 1 à 2. Mais le système reste en phase solide. Alors là, on peut utiliser cette formule. Q ajouté
est égal à la masse de l'objet, qui ne change pas, fois C, si on a l'objet est en cuivre, par exemple, on a la valeur C est égale à 387, OK? Fois delta T qui est égal à T2 moins T1. OK? Alors, on peut l'utiliser. Par contre, si l'objet passe d'une à l'autre phase, on a solide, à l'autre phase liquide, alors on ne peut pas utiliser cette formule. Il faut avoir les mêmes phases. Solide, solide, solide. Liquide, liquide. Gaz, gaz. Alors maintenant, si on a deux phases, si le système passe d'une phase solide à l'autre phase liquide, quelle formule on doit utiliser pour calculer la chaleur ajoutée ou la chaleur perdue du système? Alors, comme on a dit avant, lorsque le système passe d'une phase à l'autre, on ne peut pas utiliser Q égale mc delta T. On aura une autre formule. On utilise la chaleur latente. C'est quoi la formule? Q égale M fois L. Ça, c'est en général. OK? Alors, M, c'est la masse de l'objet et L, c'est la chaleur latente. OK? Alors, L peut prendre deux formes. On a L de chaleur latente de fusion et on a chaleur latente de vaporisation. On utilise L fusion si on passe de solide vers liquide ou de liquide vers solide. Et LV, on passe de liquide en état vapeur ou de V vers liquide. Alors ça, c'est très clair. Euh, LF et LV. Alors, si on a solide liquide ou liquide solide, on utilise Q égale MLF. OK? Alors, on dit là, on a Q égale, en général, on a MLF. Par contre, liquide, vapeur, vapeur, liquide, on a Q égale MLV. Mais par contre, si on a solide, liquide, on a Q égale plus M, la masse de l'objet, fois LF. Si on a liquide solide, on a Q égale moins M, L, F. Pareil ici, si on passe de liquide en phase vapeur, on a Q égale plus M, L, vapeur. Et lorsqu'on passe de vapeur en liquide, là, on a Q égale moins M, L, V. Voilà. Alors, la valeur de LF et LV, on a un tableau. Hop, hop, elle est là. Comme vous voyez ici, pour chaque matière, hélium, nitrogène, oxygène, pour chaque matière, on a la valeur de LF qui est là et on a la valeur de LV. LF, là c'est LF et là c'est LV. Et bien sûr, l'unité c'est quoi? Comme on a dit, Q égale M fois L, alors L est égal Q divisé par M. L'unité, c'est joule divisé par kilogramme. OK? Et là aussi, on trouve le point de fusion et le point de vaporisation.
OK? Comme vous voyez ici, on a l'eau, euh, le point de fusion c'est 0 degré et le point de vaporisation c'est 100 degrés. Alors, ces valeurs sont données, on ne les retient pas pour résoudre le problème. Maintenant, je vais passer à une méthode pour identifier, OK, la calorimétrie. C'est quoi la calorimétrie? Simplement, OK, je reviens. La calorimétrie, c'est une technique. On l'utilise pour identifier une matière. Par exemple, euh, comme on a dit avant, pour chaque matière a une valeur de la chaleur spécifique, petit c. Alors, si on a un objet inconnu, par exemple, on a un objet X qui est inconnu, on a cette méthode, cette technique, on l'utilise pour calculer la valeur ou sa valeur spécifique, C. Si on trouve la valeur, la chaleur spécifique de X, Cx, alors on peut revenir au tableau pour identifier cette matière. OK? Alors, je donne un exemple. Lorsqu'on a on prend un système, là on a de l'eau qui a une chaleur spécifique C, si vous voulez CE, à une température TE. Dedans, on met un objet inconnu, on ne sait pas c'est quoi la valeur de C, on peut appeler Cx, à une température Tx. Bien sûr, Tx, elle est très élevée, beaucoup plus grande que la température TE. Alors, comme la température de X, elle est plus élevée que la température de milieu externe, alors X va donner une chaleur. C'est, comme on a dit, lorsque l'objet donne la chaleur, ça s'appelle QF, Q froide. Et cette quantité va être absorbée par le milieu externe. L'eau, il va recevoir cette quantité. Alors, comme l'eau va absorber une quantité de chaleur, pour l'eau, c'est Q chaud. QF perdu par X va être absorbé par l'eau. Alors, on peut dire que Q froid perdu par X est égal à Q chaud absorbé par l'eau. Comme Q froid c'est une valeur négative et Q c'est une valeur positive, alors Q froid est égal à moins Q chaud. Mais par contre, en valeur absolue, Q froid est égal à Q chaud. Alors, Q froid concerne X et Q chaud concerne l'eau. On a vu avant que Q froid est égal à mc delta T, m de X, c chaleur spécifique de X fois delta T est égal à T final moins T initial Tx. On fait attention ici, c'est quoi T final? En état initial, l'eau et X ont une température différente. Ils ont des températures différentes. À l'état final, ils vont arriver les deux à la même température. C'est T final. Alors, initialement, on a Tx et on a Te. Et finalement, on aura la même température T final. On dit à la fin que les deux objets se trouvent en état d'équilibre thermique. Alors, on revient ici, est égal à moins QC
est égal à M E de l'eau fois C de l'eau fois T final moins TE. Là, on peut calculer Cx qui est égal à moins M O C O TF moins TE divisé par MX T final moins TX. Alors, là, toutes ces valeurs sont connues et on peut calculer simplement la valeur de Cx. La masse, facile à calculer. CE est donné par le tableau. T final, facile à mesurer. Pareil, TE, T final et Tx. Alors, on calcule Cx. En calculant Cx, on peut identifier l'identité de cet objet euh, en revenant au tableau qu'on a vu avant de la chaleur spécifique. C'est le principe de la technique calorimétrie qu'on l'utilise pour identifier une matière ou une substance chimique spécifique. Maintenant, on passe à l'autre point. Le premier principe de la thermodynamique. Là, on arrive à la formule principale. C'est la différence d'énergie. OK. Lorsqu'on a, lorsqu'on a un système euh, se trouve en état initial, alors ce système a une température T1, la pression P1 et le volume V1. Et aussi, il a une énergie interne E1. Si on ajoute ou on enlève une quantité de chaleur, alors le système passe d'un état à l'autre. Là, c'est état final à une température, à une énergie interne E2, la température T2, la pression P2 et le volume V2. Alors, là, on a une quantité de chaleur ajoutée ou éliminée du système. On dit que la chaleur qui passe d'un état à l'autre, d'un état initial à l'état final. Et si on augmente le volume ou on diminue le volume, alors on a un déplacement, on a un travail. Le travail, c'est oméga. Le symbole, c'est oméga entre l'état initial à l'état final. OK? C'est quoi la relation entre la chaleur, le travail et l'énergie interne? C'est le premier principe de la thermodynamique. Simplement, la différence d'énergie interne delta E est égale à la chaleur ajoutée ou libérée du système. Je répète, delta E, c'est entre l'état initial et l'état final. Q, c'est entre l'état initial et l'état final, plus le travail, pareil, entre l'état initial et l'état final. Alors, là, lorsqu'on a une grande transformation entre les deux états, si on a une petite transformation, ça veut dire on a une petite différence d'énergie interne, on a une petite quantité de chaleur ajoutée ou libérée, et là, on a un petit déplacement entre les deux états. Là, les deux formules sont les mêmes, parce que si on fait l'intégrale de celui-là, ça donne la même formule que la première. Comme vous voyez, l'intégrale de dE entre l'état 1 et l'état 2 égale E2 moins E1. OK? Ça donne delta E. Pareil, dQ entre les deux, ça donne Q. Entre l'état initial et l'état final, l'intégrale de oméga entre le volume
V1 et le volume V2, ça donne pareil travail entre les deux états. Alors, c'est la formule à retenir par cœur. OK. Maintenant, on va passer à l'application de cette formule. Euh, Ici, on va étudier 4 cas. Le premier cas, lorsqu'on a une transformation isobare, ça veut dire, euh, on peut revenir en arrière. Voilà. Transformation isobare, ça veut dire la pression P1 est égale à la pression P2. La pression est constante. La transformation isochore lorsque le volume V1 est égal à V2. Transformation adiabatique lorsque Q est égal à 0, alors on n'a pas d'échange d'énergie entre les deux systèmes. Pardon, on n'a pas une quantité de chaleur ajoutée ni libérée du système. Et transformation isotherme lorsque la température est constante. T1 est égal à T2. OK? Alors, ici, pour chaque cas, on va faire une illustration entre le volume et la pression. Toujours ici, le volume sur l'axe d'abscisse. Et là, on a la pression P. On commence par la transformation isobare. Avant de passer à la première transformation, je veux bien expliquer la formule du travail. Tout d'abord, le travail a un symbole W et l'unité c'est joule. Lorsqu'on a un système, euh, voilà, on a un système, et là, on a un piston. OK? On peut pousser le piston vers le bas ou vers le haut. Alors, là, c'est l'état initial. Euh, Si on pousse le piston vers le bas, le système ou le volume du système diminue. Alors là, c'est l'état initial et là, c'est l'état final. On passe de l'état à l'état en changeant le volume. Alors ici, comme on a un changement de volume, alors on parle du travail. Alors, travail existe lorsqu'on a des changements au niveau du volume. Sans entrer en détail, comme on a dit avant, on a ici le gaz. Et là, on a la pression P1, le volume V1 et la température T1. Pareil, P2, V2, T2. Là, on diminue le volume. Alors, V2 est plus petit que V1. Lorsque le volume diminue, la différence de volume est négative. OK? On dit que delta V, c'est le changement de volume. Delta V est négatif si le volume diminue. Et pareil, le changement de volume est positif lorsque le volume augmente. Là, j'ai dit petite d. On peut dire aussi pareil, delta V, le changement de volume qui est égal à V2 moins V1. Pareil, delta V. OK? Alors, delta V est négatif lorsque V diminue et delta V est positif lorsque le volume augmente. C'est quoi la formule générale du travail? Travail exercé sur le gaz. Attention, là on parle de le travail exercé sur le gaz. On a oméga sur le gaz, pardon, W sur le gaz et on a le travail exercé par le gaz. On a deux. Et on sait bien que le travail exercé sur le gaz est égal à moins le travail exercé par le gaz.
Nous, on utilise dans notre formule oméga exercé sur le gaz. OK? Alors, c'est quoi la formule? La formule, c'est le travail exercé sur le gaz est égal à moins l'intégrale, la pression fois delta V, le changement de volume entre l'état initial et l'état final. On peut dire entre V1 et V2. Là, c'est la formule à retenir. Et comme j'ai dit, là, c'est oméga exercé sur le gaz. Alors, un petit point très important, si le volume diminue, alors delta V a une valeur négative. Lorsque delta V est négative, P est toujours positif, on a ici le signe moins, alors moins fois moins donne une valeur positive de travail. Et pareil, si delta V est positif, on a ici moins, ça donne une valeur négative. Alors le travail a une valeur négative. Pour généraliser, euh, si le volume augmente, alors delta V a une valeur positive et alors finalement, ça donne le travail exercé sur le gaz a une valeur négative. Lorsqu'on diminue le volume, le changement de volume est négatif, alors le travail exercé sur le gaz aura une valeur positive. Là, c'est important. Dès qu'on a le volume augmente, le travail est négatif. Lorsqu'on a le travail diminue, et le volume diminue, le travail a une valeur positive. Alors, on va appliquer cette formule euh, maintenant pour la transformation isobare. On nettoie un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On revient à ça. On a état initial et on état final. En état initial, on a T1, P1, V1. On ajoute ou on libère une quantité de chaleur ou on change de volume, on a le travail. Alors, ça donne T2, P2 et V2. Et là, on a énergie interne E1, énergie interne E2. Ce qu'on fait maintenant, on va étudier la relation entre la pression et le volume. On a dit avant que la transformation isobare lorsque P1 est égal à P2. Alors, si P1 est égal à P2, je prends un exemple ici. On a l'état initial 1. Pour passer euh, de 1 à 2, en gardant la même pression. Ça veut dire si 1 a une pression P, là, c'est l'état final. 2 a la même pression. On voit ici la même pression. OK? Alors, l'état 1 a un volume V1 et l'état 2 a un volume V2. Et on passe de l'état 1 à l'état 2. OK. Maintenant, on va étudier delta E est égal à Q12 plus W12, la chaleur et le travail. On a vu que le travail est égal à moins P dV.
OK? Alors, lorsque la pression est constante, on peut mettre P à l'extérieur de l'intégrale. Alors, ça donne moins P intégrale 1 de delta V. L'intégrale de delta de dV, ça donne V entre 1 et 2. Alors, ça donne moins P V2 moins V1. Alors, si on regarde bien, c'est la valeur finale du travail qui est égale à moins P V2 moins V1. Regardez-moi, alors maintenant, on peut mettre la valeur de euh, W ici. Ça donne Q moins P V2 moins V1. Là, c'est une formule mathématique. Maintenant, si on veut extraire ou trouver la valeur de travail graphiquement, regardez, euh, P, la valeur de P se trouve ici. C'est entre là et là. C'est P. On peut dire c'est la même ici. Ça, c'est P. Euh, V2 moins V1, regardez bien, là c'est V2 et là c'est V1. Alors, V2 moins V1, ça donne cette partie. Je ne sais pas si c'est clair. Ça donne cette partie. Alors, si on dit maintenant P fois V2 moins V1, ça c'est P fois V2 moins V1, ça donne la surface de cette zone qui se trouve au-dessous de la ligne. OK? Alors, on peut dire finalement que le travail toujours, c'est moins la surface qui se trouve au-dessous de la droite de la ligne. Pareil, si on a, par exemple, une courbe comme ça, là c'est P et là c'est V, pour calculer le travail, simplement on calcule, si on peut, hein, bien sûr, la surface au-dessous. Ça, le travail est égal moins la surface ici. OK? Là, on peut prendre comme principe général de tous les cas, de toutes les transformations. Maintenant, pour dire, là, on a le cas, si on augmente le volume. On a vu avant, si on augmente le volume, comme ce cas-là, alors le travail va être négatif, à une valeur négative. Et si on prend le sens contraire, là, on a PV. Si on a état initial et là, on diminue le volume de l'état initial à l'état final. Là, le volume diminue, alors le travail doit être positif. OK? Là, c'est à propos du travail et de la transformation isobare. On passe maintenant à l'autre transformation isocore. Alors, la transformation isocore, on a quoi? On prend pareil entre, je choisis la couleur bleue. Là, on a la pression et le volume. Là, c'est l'état initial. La transformation isocore, alors on a V1 est égal à V2. Là, c'est l'état initial qui a le volume V1. On peut dire V1 est égal à V2 est égal à V. OK? Alors, ici,
on a l'état 1 à le volume V. Et là, c'est l'état 2. On diminue la pression. L'état 1 a le volume V et la pression P1. L'état 2 a le volume V et la pression P2. Alors là, ce qu'on a fait, on diminue la pression, on passe de l'état 1 à l'état 2. Alors, on a vu avant que, euh, pareil, on va étudier delta E est égal à Q plus travail de l'état de 1 à 2, de 1 à 2. Alors, et le travail, graphiquement, est égal moins la surface au-dessous de la ligne. Et on voit bien que la surface est égale à 0 parce que c'est un point. On a au-dessous un seul point. Alors le travail est égal à 0. Et si vous voulez par formule, est égal moins P dV. Lorsque le volume est constant, on n'a pas de changement de volume. Alors delta V est égal à 0. Alors le travail exercé sur le gaz est égal à 0. Lorsque le travail est égal à 0, on peut dire que l'énergie interne est égale à la chaleur Q1 et 2. C'est la formule qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Normalement, c'est tout. On peut résoudre des problèmes plus tard pour expliquer des cas différents par rapport de la transformation isochore. Euh, Maintenant, je peux passer à une nouvelle transformation adiabatique. Alors maintenant, oui, avant d'y aller plus loin, je veux ajouter un point ici. Là, on a pris le volume est constant. Lorsqu'on a un volume constant, là c'est l'état 1, on passe à l'état 2, on a le même volume. Mais par contre, la pression diminue. OK? Alors, si on a les mêmes volumes et on veut diminuer la pression, qu'est-ce qu'on fait? Il faut libérer une quantité de chaleur. Alors, on a Q froid. Si on diminue la pression pour un volume constant, alors il faut libérer une quantité de chaleur Q froid. C'est une valeur négative. Pareil, si on a l'état initial, elle est là, on va augmenter la pression pour passer à l'état final. Pour le même volume, pour augmenter la pression, on doit ajouter une quantité de chaleur. C'est Q chaud, c'est positif. Alors, on retient par cœur. Dans le cas de la transformation isochore, lorsqu'on diminue la pression, on a Q froid est une valeur négative. Et si on augmente la pression, on a Q chaud qui a une valeur positive. Là, c'est important pour vérifier vos résultats. OK? Alors, si on diminue la pression, on ajoute Q froid, alors Q a une valeur négative et le changement de l'énergie interne va être négatif. Pareil, Q chaud est positif, alors delta E a une valeur positive. Maintenant, je passe à la transformation adiabatique. Qu'est-ce qu'on a ici? Je nettoie un petit peu. À propos de la transformation adiabatique, Q ne change pas. Alors Q entre l'état 1 et l'état 2 est égal à 0. Alors delta E est égal à
Q12 plus W12, Q est égal à 0, alors delta E est égal à W1 et 2. Le changement d'énergie interne est égal au travail exercé sur le gaz en passant de l'état initial à l'état final. Et on a vu avant que le travail est égal à moins l'intégrale, euh, pardon, l'intégrale P fois delta V. Voilà. Là, on peut résumer que delta E est égal, voilà, c'est la formule en général. Maintenant, pour illustrer, pour dessiner le changement d'état sur le repère, on prend par exemple un état initial 1. Là, pour passer de l'état 1 à l'état 2, euh, on prend que l'état 1 a un volume V1 et a une pression P1. Qu'est-ce qu'on fait là? On augmente le volume. Si on augmente le volume d'un état, là on a P1 et là on a V1 et T1, la pression P2, V2, T2. Si on augmente le volume, la pression diminue et la température diminue. Alors, comment ça diminue comment? De cette forme. Voilà. Ça, de l'état 1 à l'état 2. OK? On aura l'état final C2 qui a le volume V2 et la pression P2. Alors, ici, comme j'ai dit, on va passer de 1 à 2 avec Q égale 0. La pression diminue de P1 à P2. Alors, dites-moi maintenant, le travail a une valeur positive ou a une valeur négative? Lorsque le volume augmente, dans ce cas-là, alors le travail toujours a une valeur négative. OK? Si je prends l'autre cas, si on a ici l'état initial 1, on diminue le volume. Lorsqu'on diminue le volume, la pression augmente. OK? On arrive à l'état initial, de l'état initial à l'état final. Lorsqu'on diminue les volumes, là c'est 1 et là c'est 2, là c'est pression 1 et là c'est pression 2. Lorsqu'on diminue la pression, pardon, lorsqu'on diminue le volume, la pression augmente. Toujours. Alors, le volume diminue, le travail entre l'état initial et l'état final doit être positif. C'est le travail exercé sur le gaz. Là, on doit retenir bien les principes, on comprend bien les changements d'état. Si on change de volume, qu'est-ce qui se passe avec le travail? Si on a telle transformation, qu'est-ce qui se passe avec la chaleur? Et aussi, on doit comprendre le premier principe de la thermodynamique, comment ça devient à propos des transformations. Maintenant, on passe à la dernière transformation isotherme. Là, pareil, on nettoie un petit peu. Dans ce cas-là, on a la même température. T1 est égal à T2. On revient au premier principe. Q1 et 2 plus quoi? Travail 1 et 2. Vous devez savoir, lorsque la température est constante, l'énergie interne ne change jamais. Alors, delta E est égal à 0.
Alors, E1 est égal à E2. E1 est égal à E2 dans le cas où on a une transformation isotherme, dans le cas où la température est constante. Alors, si on élimine delta E, on a Q1 plus W1, pardon, Q plus W est égal à 0, est égal à 0. Alors, le travail est égal à moins la chaleur entre l'état 1 et 2. OK? Là, c'est important. Là, je veux bien calculer le travail qui est égal à moins intégrale PDV. On calcule sa valeur entre l'état initial et l'état final. On sait bien ici, on étudie un gaz idéal. Alors toujours, on a euh, P fois V est égal à N R T. Là, on peut trouver la valeur de P qui est égale à N R T divisé par V. On va mettre sa valeur ici. Alors, on a moins intégrale P est égal à N R T divisé par V fois delta V entre l'état 1 et l'état 2. Alors, N, le nombre de moles a une valeur constante, on peut le mettre dehors. Pareil, R, c'est une constante, on le met dehors. Et la température est constante, ne change pas. Alors, on met la température aussi dehors. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins N R T intégrale dV divisé par V entre l'état 1 et l'état 2. On sait bien que l'intégrale de dx divisé par x est égale à ln x. Si on a état initial et l'état final, ça donne ln x2 moins ln x1. Alors est égal à ln x2 divisé par x1. Pareil ici, travail est égal moins n r t intégrale dv sur v, ça donne ln v2 divisé par v1. Là, c'est la formule de travail dans les cas d'une transformation isotherme. Si vous voulez, on peut changer V2 et V1 en éliminant le signe négatif. Ça veut dire, on peut mettre ici, on enlève le négatif, on aura plus N, R, T, ln V1 sur V2. On peut changer ça. Ça donne V1 sur V2. C'est la même chose. Alors, pour résumer maintenant, euh, qu'est-ce qu'on a ici? On a le travail est égal à plus N R T ln V1 sur V2. Alors, Q ici, Q est égal à moins oméga. OK? C'est la même chose. Alors, Q égale moins N R T ln V1 sur V2. Là, c'est important pour calculer le travail euh, qui se convertit totalement en chaleur dans le cadre d'une transformation isotherme. Maintenant, je veux bien illustrer tout ça graphiquement. On prend l'état initial C1.
On passe à l'état final en augmentant le volume. L'état 1 a une pression P1 et le volume V1. Lorsqu'on augmente le volume, la pression diminue. Là, état final. L'état final a un volume V2 et la pression P2. Alors maintenant, euh, il faut bien comprendre le principe. Si on augmente les volumes, on a parlé de ça avant, si on augmente les volumes, le travail doit être négatif. Si le travail a une valeur négative, et là c'est devant il y a le signe négatif, la chaleur va être positive. Alors, si vous voulez, là c'est mathématiquement, si vous voulez comprendre ça physiquement, si on augmente le volume, normalement la pression diminue et la température diminue. C'est en principe. Pour garder la même température, il faut ajouter une quantité de chaleur. Alors, il faut avoir Q positif. Si on ajoute une quantité, ça donne euh, une valeur de Q chaud, Q positif. Et si on prend l'inverse, si on a l'état initial qui est là, on a ici V1, on diminue le volume, on passe à l'état final du volume V2, de pression 1 aux pression 2. Alors, on diminue le volume, alors le travail doit être positif. Si le travail est positif, et là on a le signe négatif, alors Q doit être négatif. C'est Q froid. C'est normal, c'est évident. Parce que si on diminue le volume, normalement la pression augmente et la température augmente. Pour garder la même température, pour empêcher que la température augmente, il faut enlever, il faut éliminer une quantité de chaleur. Alors, Q doit être négatif. Lorsque l'objet perd une quantité de chaleur, alors cette quantité s'appelle Q froid, à une valeur négative. Alors, maintenant, c'est tout à propos de la transformation isotherme. Maintenant, je vais ajouter juste deux points principaux. On a vu deux cas. On a vu la transformation isotherme et la transformation adiabatique qui ont la même forme à peu près, la même forme. On a vu avant, lorsqu'on a une transformation, on prend l'état initial là, une transformation adiabatique qui a le volume V1, alors ça diminue. Ok, je fais un truc plus beau que ça. On peut dire, voilà, c'est plus beau. Ça passe de l'état initial à l'état final comme ça. Alors, c'est quoi la différence entre la courbe de la transformation isotherme et la courbe de la transformation adiabatique? Là, c'est adiabatique et la transformation isotherme, la pente, elle est plus légère. Ça veut dire, ça fait comme ça. Et là, c'est isotherme. C'est la différence entre les deux. Que la pente de la transformation isotherme, elle est plus légère. Elle est moins forte que l'autre. Allez, on parlera de ça avec l'application. Il y a d'autres points à ajouter à propos d'un cycle. OK, imaginez-vous que vous avez un cycle complet. On passe de l'état 1 à l'état 2, par exemple avec une transformation isobare, la pression est constante. Et après,
on passe de l'état 2 à l'état 3 avec une transformation isochore, le même volume entre 2 et 3. Et si on passe de 3 à 4 avec une transformation isobare, avec la même pression, et on passe de K4 à K1 avec une transformation adiabatique. Ok, c'est un exemple aléatoire. Alors là, on a un cycle fermé. Ça veut dire on part du point 1 et on revient au même point 1. L'énergie interne totale du système est égale à l'énergie interne entre 1 et 2 plus l'énergie interne entre 2 et 3 plus l'énergie interne entre 3 et 4 plus l'énergie interne entre 4 et 1. La somme de toutes ces valeurs est égale à 0. Toujours, l'énergie interne d'un cycle complet est égale à 0. On parlera de ça plus tard. On fera quelques applications, quelques problèmes la semaine prochaine ou très bientôt. Au revoir.